Bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 17 h. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, Damien Tarel, l'auteur de la gifle à Emmanuel Macron le 8 juin dernier dans la Drôme, est sorti de prison ce matin après avoir passé 3 mois au centre pénitentiaire de Valence. Il affirme n'avoir aucun regret. Vous l'entendrez dans ce journal. À la une également, 9e samedi de mobilisation contre le pass sanitaire. Près de 200 manifestations aujourd'hui alors que la fréquentation est en baisse depuis plusieurs semaines. Des rassemblements à 4 jours de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants. Nous suivrons certaines de ces manifestations avec nos reporters. Il y a 20 ans, le 11 septembre 2001, l'Amérique était frappée en son cœur par les attentats les plus meurtriers de l'histoire. Ils ont fait près de 3000 morts. Ce samedi, des commémorations ont lieu en présence du président Joe Biden. Vous allez les vivre avec nous en direct. Nous serons à New York avec Pauline Simonet. On en parle avec tous nos invités en plateau. Damien Tarel est donc sorti de la prison de Valence ce samedi. C'est lui qui avait donné une gifle à Emmanuel Macron le 8 juin dernier lors d'un déplacement dans la Drôme. Sur BFM TV, il a dit n'avoir aucun regret. Olivier Boulinc, Alizé Boissin et David Coulombe. Condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes, Damien Tarel est finalement sorti au bout de 3 mois derrière les barreaux. Revenons sur ce geste, 3 mois plus tard. Est-ce que vous le regrettez ou est-ce que c'est bien pour la cause que vous défendez? Aucunement, je n'ai aucun regret. Ce geste, c'est la gifle qu'il a assénée au président de la République le 8 juin. Ce jour-là, Emmanuel Macron était en déplacement dans le village de Tain-l'Hermitage dans la Drôme pour visiter un lycée. Damien Tarel justifie l'emploi de la violence physique envers le chef de l'État. Il y a plusieurs formes de violence. La violence institutionnelle, la violence étatique existe aussi. La violence physique, je la déplore. Néanmoins, c'est juste d'un petit soufflet. Je pense que Macron s'en est remis extrêmement bien. En giflant le président, Damien Tarel avait hurlé « Montjoie Saint-Denis », un cri de ralliement royaliste. L'homme suit sur les réseaux sociaux des personnalités d'extrême droite. Il a reconnu avoir acheté Mein Kampf pour l'offrir à un ami. Damien Tarel ne travaillait pas et percevait le RSA. Il se dit proche des Gilets jaunes. Certains sont d'ailleurs venus l'accueillir à sa sortie de prison. Je viens parler avec ceux qui m'ont envoyé des lettres en prison, tous les soutiens qui m'ont soutenu. Et puis peut-être que je serai à la manifestation cet après-midi contre le pass sanitaire. Damien Tarel était passé en comparution immédiate devant le juge. Emmanuel Macron n'avait pas porté plainte contre lui. Il avait qualifié son acte d'imbécile et violent. Anne-Sora Dubois est avec nous du service politique de BFM TV. Damien Tarel légitime la violence, on l'a entendu, et il reprend surtout tous les slogans que l'on entend ces derniers samedis dans les manifestations, notamment anti-pass. Oui, c'est pour ça que c'est très symbolique, évidemment, cette sortie du gifleur d'Emmanuel Macron. Pas tant parce que l'événement a été très court et qu'effectivement il n'y a pas eu peu de conséquences, mais c'est surtout parce que c'est très symbolique de cette défiance démocratique qui traverse aujourd'hui la société française. C'est pour ça que ça a eu autant de retentissement. D'ailleurs, on peut le relier aux manifestations qui ont lieu ces jours-ci. En fait, c'est pas tant la question du nombre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que la majorité, lui, se dit anti-pass sanitaire, anti-vaccin, anti-gouvernement. Aujourd'hui, les plus radicaux des Gilets jaunes, les plus radicaux des manifestants, les plus radicaux des anti-Emmanuel Macron ne sont pas forcément une grosse majorité au sein du pays. Mais en revanche, c'est vrai qu'à chaque fois, ils ont des actions, pas faire de mauvais jeu de mots, des actions coup de poing, en tout cas très symboliques et très fortes, très reprises médiatiquement, qui effectivement montrent que cette défiance est toujours là. Alors après, les raisons de son acte sont un peu floues. Hein. Il a des déclarations qui sont un peu variantes. Il explique qu'il regrette la question de la violence et en même temps il dit que la violence est légitime parce qu'il y a de la violence démocratique, il y a de la violence institutionnelle. Ça, c'est effectivement un mot d'ordre qui est très repris au sein des manifestations. Ça augure, si on relie ça aussi à la mise en examen d'Agnès Buzyn, une rentrée assez musclée pour le gouvernement, parce qu'encore une fois, c'est pas le nombre qui fait la menace, mais c'est bien le degré de détermination de ces anti-Macron, parce que c'est surtout ça dont il est question. Ce sont des anti-gouvernements, des anti-Emmanuel Macron. C'est bien le président de la République qui est ciblé, et ils vont donner de la voix, ils veulent en donner encore plus à quelques mois de l'élection présidentielle. Merci beaucoup Anne. Vous restez avec nous, vous parliez à l'instant de ces manifestations. La rentrée servira-t-elle de rebond aux opposants du pass sanitaire? C'est en tout cas ce
qu'espèrent les organisateurs. Ils sont rejoints par certains gilets jaunes. Ce samedi, des dizaines de rassemblements ont lieu dans toute la France. À Paris, il y a 4 cortèges. Oui, on va prendre la direction de l'un d'entre eux. Oui, sur cette carte, ce cortège qui s'était lancé de la place Wagram direction le Conseil d'État en passant par la place du Palais Royal notamment. On y retrouve notre reporter. Est-ce que le cortège s'est déjà élancé ? Oui, effectivement, le cortège s'était lancé de la place Wagram, direction point d'étape de la gare Saint-Lazare. Un cortège très encadré, il y a des forces de l'ordre à chaque coin de rue. Et même en tête de cortège, pour tout vous dire, tout à l'heure, c'était encore des policiers qui tenaient le tempo. Mais maintenant, la manifestation est assez fluide. On se rapproche peu à peu de la gare Saint-Lazare. Après de 13 sporadiques incidents assez isolés en fin de matinée, la manifestation se déroule sans heurts, même si c'est vrai que résonne parfois au loin le bruit sourd de gros pétards ou de bombes agricoles. Difficile encore de donner une estimation de la participation, mais sans doute autour de 3 à 4 000 personnes au moins, avec des drapeaux tricolores. On y entend des slogans hostiles au gouvernement et Emmanuel Macron, des cris aussi liberté, liberté, liberté. On y croise des parents inquiets de devoir vacciner leurs enfants. Et puis, c'est à noter aussi de très nombreux gilets jaunes présents dans ce cortège. C'est une manifestation qui doit rejoindre, après un long parcours, d'autres cortèges censés converger et se retrouver au Palais Royal devant le Conseil d'État. Une manière de faire nombre, bien sûr, contre le pass sanitaire et la politique sanitaire du gouvernement. Merci beaucoup donc pour ces précisions dans ce cortège parisien cet après-midi. Anne, ces manifestations se poursuivent tous les samedis, même si on a vu que la mobilisation faiblissait ces dernières semaines. Mais la colère contre le président et sa politique, elle est toujours là. Oui, encore une fois, c'est toujours ça la question. C'est pas tant la question du nombre que la question de la régularité et du fait que ces manifestations se poursuivent quoi qu'il arrive. On est rentré dans la même temporalité que les manifestations des Gilets jaunes, c'est-à-dire que toutes les semaines, quoi qu'il arrive, on a ces manifestations qui s'organisent et elles ne se sont pas arrêtées cet été. Ça, en soi, c'est déjà effectivement la symbolique du fait que le groupe le plus radical, le plus anti-gouvernemental, le plus anti-pass sanitaire et le plus anti-vaccin n'est pas du tout décidé à laisser tomber cette mobilisation. Et effectivement, la crainte côté exécutif, c'est la crainte de ce qu'on appelle la convergence des luttes. Ça peut rejoindre un certain nombre de dossiers un peu chauds qui attendent le gouvernement en cette rentrée. Il y a la question de la réforme des retraites qui peut aussi agréger un certain nombre de manifestants qui peuvent rallier ces manifestations. Il y a aussi la question de la réforme, la critique de la réforme de l'assurance chômage. Ça aussi, ça a mobilisé des gens dans la rue ces dernières semaines. Les oppositions s'en saisissent évidemment, les oppositions de gauche qui comptent aussi sur cette opposition dans la rue pour essayer d'agréger un peu, pour essayer de se rallier presque parfois, parce que c'est très difficile de trouver une expression politique à ces manifestants qui continuent à la refuser, mais ça peut être agité aussi par les oppositions. Donc ça fait partie des manifestations, même s'il n'y a pas des centaines de milliers de personnes dans la rue qui continuent à être observées de très près par l'exécutif. On est à quelques mois de l'élection présidentielle. Merci Anne-Sora Dubois. Également dans l'actualité, c'est sa gestion de la crise sanitaire qui a valu à Agnès Buzyn d'être mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. L'ancienne ministre de la Santé a également été placée sous le statut plus favorable de témoin assisté pour abstention volontaire de combattre un sinistre. Le début peut-être d'un grand déballage. Carole Bostoen et Guillaume Barki. Elle encourt jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Agnès Buzyn est la première ministre mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui dans la gestion de la crise sanitaire. Du côté de la majorité, on estime que cette procédure permettra à l'ancienne ministre de se défendre. Le fait d'être mis en examen permet aussi d'accéder au dossier et de pouvoir se défendre. Parce que sinon, vous avez une perpétuelle mise en cause sur les plateaux télé, comme on vient de le faire, là, et personne ne peut se défendre réellement. Ce matin, l'ancienne ministre de la Santé a également reçu le soutien du directeur de cabinet du Premier ministre via les réseaux sociaux. Soutien à Agnès Buzyn et respect pour l'action qu'elle a menée comme ministre de la Santé dès l'apparition d'un virus que nul n'avait vu venir et dont beaucoup ont longtemps douté de la gravité. Pas elle. Selon le procureur général près la Cour de cassation, depuis le mois de juin 2020, la Cour de justice de la République a reçu 14 500 plaintes liées au Covid. À ce jour, 16 ont été jugées recevables. Depuis 2020, des perquisitions ont eu lieu ciblant notamment l'ancienne ministre, mais également son successeur Olivier Véran ou encore l'ancien chef du gouvernement Édouard Philippe. D'autres convocations devant la Cour de justice de la République pourraient viser les 2 hommes, mais aussi d'autres membres de l'exécutif,
pour certains encore en poste. On cherche à jeter l'opprobre sur des gens qui sont en responsabilité notamment. Il y a un côté populiste, complotiste qui s'exprime y compris via des mises en examen comme ça de ministres. Et je trouve que c'est un peu inquiétant. Reste à savoir si cet agenda judiciaire aura des conséquences politiques pour Emmanuel Macron à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Notez bien un nouveau rendez-vous sur BFM TV, le match du dimanche soir retrouvé demain et tous les dimanches sur BFM TV à 22h30 avec, vous le voyez, Alice Darfeuille, Charles Consigny et Pablo Pillo-Vivien. 49 ressortissants français et membres de leur famille ont été évacués de Kaboul vers le Qatar. L'avion a atterri à Doha où les ressortissants vont passer quelques jours avant un rapatriement vers la France. Il s'agit là du second vol depuis la fin du pont aérien occidental. Jordan Ray. Sains et saufs, 158 ressortissants étrangers ont enfin pu quitter Kaboul à bord d'un avion de la compagnie Qatar Airways, arrivés à Doha où ils vont passer quelques heures désormais en sécurité avant de repartir pour leur destination finale. Parmi eux, 49 ressortissants français seront bientôt rapatriés à Paris par un vol affrété par le ministère des Affaires étrangères. C'est le cas d'Issa Mohammadi, un ancien traducteur-interprète pour l'armée française. J'étais parti en vacances et la situation a été changée. Les insurgés ils ont pris le pouvoir et nous on était restés bloqués. Heureusement qu'ils nous ont trouvé une solution pour sortir parce qu'ils ont tout bloqué là-bas. Israoula Kouriakil était lui parti en Afghanistan fin août pour aider sa famille à quitter le pays. J'ai été parti pour sauver la vie de ma mère et de mes sœurs. J'ai mis ma vie en danger pour les sauver. Et malheureusement, on n'a pas réussi à les évacuer. Comme lui, cet autre franco-afghan est inquiet pour ses proches restés à Kaboul. J'ai un frère et ma mère est là-bas aussi. Je suis très triste pour lui aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec lui aussi. On ne savait pas encore. Jeudi, un premier avion de Qatar Airways avait évacué 113 personnes, dont des Américains, des Canadiens et des Néerlandais. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, le 11 septembre 2001, l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire. Près de 3000 morts après 4 attentats revendiqués par Al-Qaïda. Personne, bien sûr, n'a oublié ce jour qui a changé la face du monde. Ce jour-là, l'Amérique, le monde bascule dans une nouvelle guerre. Les États-Unis qui commémorent ce samedi les 20 ans du 11 septembre au cours de cérémonies d'hommage en présence de Joe Biden, le président américain d'ailleurs, qui vient d'arriver sur le premier site où il va se rendre aujourd'hui, à savoir bien sûr le site de Ground Zero, là où étaient les 2 tours du World Trade Center qui se sont effondrés. Nous faisons vivre bien sûr cette journée en direct sur BFM TV avec nos correspondants et nos invités en plateau. On va partir à New York tout de suite. Dans quelques instants, à 14h30, il y aura le début de cette cérémonie à New York. En attendant, nous y rejoignons notre correspondante Pauline Simonet. Bonjour Pauline. Comment est-ce que va se dérouler cet après-midi? On a vu tout à l'heure un cortège de voitures, probablement celui du président Joe Biden, qui va donc présider ces commémorations sans prendre pour autant la parole. Oui, effectivement, Joe Biden qui est arrivé. Il y a aussi plusieurs anciens présidents. Barack Obama est là également. Et puis vous voyez derrière moi les invités qui sont encore en train de rentrer pour s'installer sur ce site de Ground Zero. Et il n'y a que les proches des disparus, les familles des victimes qui sont autorisées à assister à cette cérémonie. Alors ça va se passer à partir de 8h30, donc 14h30 à Paris, avec les proches de ces victimes qui vont réciter, scander les noms de leurs proches disparus. Ça va prendre environ 3 heures. Il y aura plusieurs temps forts pendant cette cérémonie avec des moments de silence qui seront observés à l'heure exactement où les avions ont frappé, ont touché leur cible. Et donc le premier temps fort, ce sera à 14h46 lorsque le premier avion avait percuté la tour nord. Et puis le président Biden est présent, il est là, mais il n'y aura pas de discours politique, pas de discours officiel. Les familles voulaient un hommage très sobre, comme chaque année, avec donc les noms des proches qui vont résonner ici au cœur de New York. Merci beaucoup Pauline Simonet à New York pour BFM TV. On parle de ces 20 ans du 11 septembre avec nos invités en plateau. François Durper, consultant États-Unis de BFM TV, Ulysse Gosset, éditorialiste politique de BFM TV et Elisabeth Moutet, journaliste franco-américaine, éditorialiste au Daily Telegraph. Je vais commencer par vous. Cette date, évidemment, elle résonne pour beaucoup comme cette date vraiment où l'Amérique a été fragilisée parce que personne ne s'attendait à ce que les États-Unis puissent être frappés de cette façon-là
en plein cœur. Alors, il y avait eu une tentative, d'ailleurs par Al-Qaïda, que personne ne connaissait en 1993, en déposant une bombe au sous-sol du World Trade Center. Et puis ça avait été découvert, il ne s'était rien passé, et quand le premier avion a frappé le World Trade Center, ça a été une espèce de choc parce que c'était la première fois qu'un acte terroriste de l'étranger, une frappe de l'étranger, frappait à quelque chose de majeur ou n'importe quoi aux États-Unis depuis 1812, si on veut parler des États-Unis continentaux, et sinon c'est Pearl Harbor. Et je dirais que la réaction politique et même militaire, elle est un petit peu formée dans la tête des Américains par la réaction à Pearl Harbor, alors que le contexte était évidemment différent de celui de la Deuxième Guerre mondiale. Et que très rapidement, après avoir dit on est avec vous, après avoir d'abord les jours entiers passés à chercher les morts, on ne se rendait pas compte qu'il y aurait presque pas de survivants, donc les hôpitaux, les gens qui cherchaient des gens, une de mes amies, j'habitais en partie là-bas à l'époque, a cherché son mari pendant plusieurs jours avant de se rendre compte que comme tout le monde il était mort, et toute cette espèce de couverture. Et puis ça a fait le changement de la présidence de George W. Bush. George W. Bush, on l'oublie complètement, il était arrivé avec un programme essentiellement de justice sociale. Sa plateforme la plus importante, c'était No Child Left Behind, c'est-à-dire une réforme du système de l'éducation pour qu'elles sortent des enfants qui puissent rentrer dans le marché du travail. Et puis ça a totalement transformé cette situation. C'était inconnu, sidérant, vraiment dans le terme, toute la version du terme. Et ensuite, la réaction, c'est qui nous a fait ça et comment est-ce qu'on se défend ? Justement, vous évoquiez cette situation qui a donc touché le président d'alors, George W. Bush. Ulysse Gosset, on se rappelle évidemment aussi de cette image marquante de quand le président l'a appris. Il était en Floride dans une école primaire en train de faire la lecture à des petits-enfants de 7 ans. Et là, ce rictus, cette attitude assez remarquable, que tout le monde en tout cas a remarqué, c'est ce que je voulais dire plutôt, quand son conseiller lui apprend la nouvelle de l'attaque à New York. Oui, c'est son conseiller Andrew Clark qui lui dit à l'oreille « Un deuxième avion vient de percuter la tour sud du World Trade Center. L'Amérique est attaqué. » Et là, effectivement, le président Bush a un rictus qui dit tout. Et il est désemparé, accablé, il ne sait pas que faire, mais il ne veut pas non plus céder à l'émotion et envoyer un signal de panique d'abord aux enfants avec lesquels il se trouve dans une école de Sarasota en Floride, mais aussi au pays tout entier, puisque les images sont filmées quasiment en direct par le pool des reporters de la Maison-Blanche. Et donc c'est le début de cette période de 20 ans où George W. Bush devient pas simplement le président, mais un chef de guerre contre la terreur. C'est le mot qu'il emploie, War Against Terror, la guerre contre le terrorisme qui va durer 20 ans et qui s'achève à Kaboul de façon désastreuse par un fiasco. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une certaine amertume en Amérique parce que beaucoup se demandent et pourquoi tout cela finalement, puisque on revient au point de départ. En réalité, tout a changé, on n'est pas au point de départ, l'Amérique a beaucoup changé. Ce qui n'a pas changé, regardez sur ces images puisque nous sommes en direct, c'est ce ciel bleu de Manhattan et ce 9 septembre 2020, moi j'étais aux États-Unis, c'était une magnifique journée, les Américains allaient au boulot ou bien faisaient leur jogging, allaient à l'école et personne, effectivement, n'aurait pu imaginer que 4 avions seraient transformés en missiles, en armes de destruction massive, avec ces quelques 3000 morts qui ont endeuillé le pays et le monde. Donc, une très belle journée aujourd'hui, avec ce mémorial. C'est important parce que là, ce que l'on voit, c'est Ground Zero. C'est là, effectivement, où les tours se trouvaient. C'est là où elles se sont effondrées en moins de 2 heures, les 2 tours, permettant d'ailleurs à certains de se sauver, d'échapper à l'enfer. Mais tout a été reconstruit, je dirais, à l'américaine, c'est-à-dire très rapidement, avec 2 nouvelles tours qui sont majestueuses et flamboyantes, pour bien montrer que même si l'Amérique avait été frappée en cœur, eh bien, elle était capable d'oublier le pire et de reconstruire surtout et de repartir de l'avant. Et l'Amérique, effectivement, est repartie de l'avant. Et New York, aujourd'hui, si vous allez dans la rue et si vous voyez les jeunes, finalement, ils n'ont pas vraiment un souvenir permanent de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une journée que personne ne peut oublier, d'où la présence de Biden, le président actuel. Mais celui qui va parler, effectivement, le seul qui va parler, c'est le président Bush de l'époque, qui évidemment a 20 ans de plus. Vous verrez, il a beaucoup vieilli. Et sans doute, lui, se remémorera ce moment que vous évoquiez dans cette classe de Sarasota avec des petits-enfants de 7 à 8 ans. C'était le jour où l'Amérique a basculé dans le drame.
Et on l'entendra effectivement, George Bush, donc George W. Bush, depuis la Pennsylvanie. Merci Ulysse. On me rappelle que vous étiez à l'époque, vous, correspondant pour TF1 à Washington. Oui. Vous avez bien sûr vécu de l'intérieur ces attentats. On continue de voir ces images, toujours avec effectivement Ground Zero, ces deux bassins. Et tout à l'heure, les près de 3000 noms des victimes qui seront lus par leurs proches. On va suivre tout ça en direct sur BFM TV. Plusieurs hommages ce samedi, notamment celui d'Emmanuel Macron qui a posté un tweet, on va le voir. Le chef de l'État, vous le voyez avec cette vidéo et ce drapeau américain qui est sur le perron de l'Élysée et ces mots: nous n'oublierons jamais, nous combattrons toujours pour la liberté, en français et en anglais. Et puis la reine Elisabeth qui a également rendu elle aussi un hommage à ces victimes des attentats dans un message adressé au président américain Joe Biden. Mes pensées et prières et celles de ma famille et du pays tout entier demeurent auprès des victimes, des survivants et des familles affectées, ainsi qu'auprès des premiers intervenants et des secouristes. L'hymne américain a d'ailleurs été joué lors de la relève de la garde au château de Windsor. On rappelle que 67 Britanniques étaient morts ce 11 septembre 2001, notamment parmi ces 3000 victimes. Et restez avec nous sur BFM TV. Donc, dans un instant, les cérémonies de commémoration du 11 septembre, 20 ans après. Ce sera à vivre en direct sur BFM TV à partir de 14h30. Les noms des près de 3000 victimes seront lus par leurs proches. Joe Biden va se rendre sur les principaux lieux de ces attentats que personne, bien sûr, n'a oublié. À tout de suite. Chez Actual, acteur majeur du travail en France, nous travaillons tous les jours pour vous garantir le droit au travail. Le Kentucky Burger, c'est exactement comme un burger au bœuf. Sauf que c'est du poulet croustillant, et du bacon, et des oignons frits. Mais sinon, c'est vraiment la même chose. KFC. Waouh! On est super bien chez toi, Marco. Ouais, j'ai fait installer des radiateurs électriques Atlantique, et depuis, il fait super bon à la maison. Alors? Alors, tout de suite, on est détendu. Bah ouais. Atlantique, on est bien chez vous. Le plaisir de conduire. C'est d'abord une philosophie, incarnée par un style. Thermique, hybride ou électrique, les SUV Mazda vous offrent élégance et caractère. Même si cette rentrée n'est pas tout à fait celle qu'on attendait, on fera tout pour que les jeunes révèlent ce qu'il y a de formidable en eux. Alors au Crédit Agricole, avec Useful, on leur donne les moyens de mener à bien leurs études et de trouver leur premier emploi. Faire de petites choses chaque jour peut faire une grande différence. Aujourd'hui, votre délicieux café Senseo est produit de façon plus durable et plus responsable. Redécouvrez les cafés Senseo Bio 100% Arabica et le produit de l'année. Senseo, à vous de choisir. Signa présente les nouvelles générations d'aides auditives. Des produits à la pointe de la technologie, innovants, invisibles, connectés, rechargeables sans fil et adaptés à vos besoins. Depuis 140 ans, nous développons la technologie du futur pour votre audition. Et nous en sommes fiers, car nous améliorons la qualité de vie des personnes qui nous entourent. Voilà ce qui fait notre différence. L'audition, c'est Signa. Testez gratuitement votre audition sur signa.net. Dispositif médical. Consommer plus responsable. Un jour, le monde sera peut-être plus responsable, moins gourmand en ressources et en énergie, avec moins de déchets. En attendant, on peut agir dès aujourd'hui. En 2 ans, plus de 38 000 voitures assurées Maïf ont été réparées avec des pièces recyclées. Et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Agir pour une réparation auto plus responsable, c'est ça, être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. Alors. Oh là là, le monde est beau. Chez Optical Center, la première paire est à moins 40% et la deuxième est offerte. Encore plus beau. Attendez, je crois que ça marche plus là. Ah non, ça va. C'est juste mon fils. J'ai eu peur. Tu vas peut-être mieux, mais t'es pas devenu le plus drôle. Qu'est-ce que t'as dit là? Ils ont des appareils auditifs, si tu veux, papa. C'est vrai. Ah, d'accord. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre unique, votre première paire est à moins 40% et la seconde offerte à votre vue, quelle que soit la marque, même en progressif. Dispositifs médicaux, optique et audition. Been
Je suis née libre. Puis vous m'avez apprivoisée. Pour vous guider dans l'obscurité. Éclairer vos foyers. Et servir vos passions. Maintenant, je ne demande qu'une seule chose en échange. La liberté. Pour vous permettre d'être plus libre que jamais. Découvrez la nouvelle gamme Jeep hybride rechargeable pendant les 4 Power Days. Rendez-vous sur jeep.fr. Luc de Christie. Découvrez son nouveau single My Heart and My Soul. Luc de Christie. Son nouveau single My Heart and My Soul. Disponible sur toutes les plateformes. Vous pensiez que c'était impossible qu'on vous recommande une banque. Mais depuis que c'est arrivé, vous vous dites que tout est possible. Comme battre Mike Tyson. Oui, Mike Tyson. Vous allez prouver au monde entier que si l'impossible s'est produit une fois, il peut se produire une deuxième. Ah non, ça c'est pas possible. Mais recommandez sa banque, si. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Chez Vendezvotrevoiture.fr, vous recevez votre prix de vente final. Entièrement en ligne, entièrement gratuit. Déposez simplement votre voiture et recevez votre offre maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Comme le Castor, changez et créez vos propres couleurs avec la machine à teinter. Venez avec un coussin ou même un doudou et repartez avec votre peinture sur mesure. Réveillez le Castor qui est en vous. Nos vies méritent plus. Moins de vide, plus d'énergie. Moins de barrières, plus de connexions. Technologie innovante, design affirmé et épuré, disponible en version électrique, essence ou diesel. Nouvelle Opel Mokka, tout sauf normal. Ça, c'est Opel. En septembre, passez à l'électrique avec l'Opel Mokka i à partir de 159 € par mois. C'est le moment de briller en affaires. Jusqu'au 25 septembre chez Point S, pour l'achat de 4 pneus Goodyear, jusqu'à 120 € sont offerts. Pas de stress, il y a Point S. La météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. Et c'est donc un beau week-end sur l'ensemble du pays avec le retour de cet anticyclone, donc beaucoup moins d'averses, voire quasiment pas. Alors quelques-unes quand même cet après-midi encore sur le quart nord-est, mais la tendance est quand même nettement à l'amélioration. Il y avait pas mal de grisaille ce matin, elle s'est dissipée pour laisser place à de belles éclaircies le plus souvent. Et demain matin, ce sera exactement la même situation. On va conserver pas mal de grisailles, de brouillard, de nuages bas sur les régions du nord. Alors tout cela évitera quand même une partie des Pays de la Loire et l'Île-de-France. Mais cette grisaille pourra descendre jusque sur le nord-est du Massif central. Ailleurs, donc, de belles éclaircies. Ce sera un peu plus nuageux malgré tout sur la pointe bretonne et un ciel assez voilé sur l'est des Pyrénées. Donc du soleil partout ailleurs et dans le courant de l'après-midi, comme ce samedi, eh bien les nuages vont se morceler, la grisaille se dissiper et on va retrouver de très belles éclaircies, très larges éclaircies près de la Manche. Attention, un risque orageux attendu sur l'est des Pyrénées. Et puis donc cette belle après-midi et ces températures. Alors en matinée, demain matin, des valeurs qui devraient quand même baisser un petit peu localement. On va découvrir tout cela dans le détail. On reste quand même dans des valeurs extrêmement agréables. 9 degrés, ce sera à Reims au lever du jour. On ira jusqu'à 20 degrés encore à Nice, il fera 13 degrés à Paris, 15 degrés à Biarritz. Et dans le courant de l'après-midi, comptez des valeurs stationnaires et toujours très agréables. Il va faire encore chaud sur le sud-est, notamment du côté de Marseille avec 30 degrés, 23 à Paris, 27 degrés. Ce sera sur la côte aquitaine et la valeur la plus basse, 21 degrés pour Cherbourg. C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer.
Bientôt 14h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous nous souvenons 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les attentats les plus meurtriers de l'histoire. Nous consacrons cette édition aux hommages rendus à ces quelques 3000 personnes décédées à New York, Washington et Shanksville. Commémoration présidée par Joe Biden. Nous retrouverons Pauline Simonet en direct de Ground Zero à New York ou encore Sonia Dridi depuis Washington. Dans l'actualité également de ce samedi, les rendez-vous hebdomadaires des antipasses sanitaires se poursuivent avec la présence également de gilets jaunes. De nombreux rassemblements ont lieu aujourd'hui avec notamment 4 cortèges à Paris. Adama Traoré, présenté par la police comme un agitateur d'ultra-gauche, a par ailleurs été interpellé ce matin, place Wagram à Paris. Je n'ai aucun regret. Damien Taril est sorti de la prison de Valence aujourd'hui après avoir effectué 3 mois de sa peine. L'homme de 28 ans avait giflé Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans la Drôme au mois de juin. Il participera peut-être, a-t-il dit, à l'une des manifestations anti-pass sanitaires de ce samedi. Et nous nous souvenons donc aujourd'hui tous de ce que nous faisions ce fameux 11 septembre 2001. Aujourd'hui, 20 ans après les 4 attentats perpétrés par Al-Qaïda qui ont fait 2977 morts à New York. Vous le voyez sur ces images du World Trade Center, des tours jumelles. Également des morts au Pentagone, à Washington, à Shanksville, en Pennsylvanie également. Eh bien, les États-Unis se souviennent et rendent hommage. Sur BFM TV, nous suivons donc en direct sur ces différents sites américains cet après-midi ces moments forts présidés par Joe Biden et en plateau avec nos spécialistes et nos invités. On retrouve François Durper, consultant aux États-Unis BFM TV, Ulysse Gosset, éditorialiste politique BFM TV et Anne-Elisabeth Moutet, journaliste franco-américaine, éditorialiste au Daily Telegraph. On prend la direction de New York tout d'abord. Oui, puisqu'on va rejoindre Pauline Simonet qui est sur place pour BFM TV. Pauline, la cérémonie d'hommage va donc débuter à New York autour de ce mémorial, de ce site si symbolique de Ground Zero et avec Joe Biden. Oui, effectivement. Et c'est à 14h46 précise que ça va réellement commencer. Ça va démarrer avec un moment de silence, justement. 14h46, c'est l'heure précisément où le premier avion a frappé la première tour, la tour nord du World Trade Center. Et puis ensuite, on va démarrer les noms des quelques 3000 victimes qui vont être scandés, récités par des proches des disparus. Il y en a encore quelques-uns qui sont en train d'arriver. Ici, derrière moi, ce sont les seuls, les familles des disparus qui ont l'autorisation de participer à Ground Zero, à cette cérémonie. Alors effectivement, le président des États-Unis, Joe Biden, est sur place. Il est là, mais il n'y aura pas de discours politique, pas de discours officiel. Vraiment, cette cérémonie, elle se passe d'ailleurs de la même manière chaque année. Ce sont les noms de ces quelques 3000 disparus qui vont résonner ici au cœur de New York. Et puis, on va donc pendant 3 heures entendre les noms de ces disparus. Il y aura quelques moments de silence à chaque fois à l'heure exacte où un avion a touché sa cible et également au moment où les deux tours jumelles se sont effondrées. Donc une cérémonie qui restera globalement très sobre. Et puis ensuite, effectivement, le président se rendra à Shanksville et puis au Pentagone, à Washington, où également un avion avait frappé le ministère de la Défense. Merci Pauline Simonet pour BFM TV, donc en direct de New York et de ce site de Ground Zero. Évidemment, on continuera de vous retrouver pour voir comment se déroule cette cérémonie. François Durper, puisqu'on est sur ce site, forcément, on a toujours ces images en tête gravées 20 ans après. C'est toujours très clair, on reste scotché, abasourdi quand on revoit ces images d'archives, parce qu'il s'était passé sur place et on imagine que pour les locaux, les habitants là-bas, c'est encore plus marquant, surtout 20 ans après les attentats. Oui, vous l'avez dit au départ, on dit souvent que tout le monde sait ce qu'il faisait ce jour du 11 septembre. Et quand il a découvert ces images, j'ai fait le test au cours de cette semaine. Et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait aller très très loin. À quel point des gens pouvaient vous dire comment j'étais habillé ce jour-là. Et des gens de toutes les nationalités, faut pas oublier d'ailleurs que c'est 90 nationalités qui ont été touchées ce jour-là, qui ont été endeuillées. Donc des gens, par exemple, je me rappelle exactement la télé, je revois exactement la forme de télé, la marque de la télé. Et ces images-là, elles ont été diffusées. La sidération, finalement, elle a été réitérée année après année. Alors évidemment, 10 ans, 20 ans sont des dates essentielles, mais il y a quelque chose d'un peu hypnotique et c'est peut-être le point de départ. Alors
après, avec l'émergence des chaînes info mondialisées, des réseaux sociaux, là, à l'époque, s'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, eh bien, on a presque l'impression que toutes les images, que les gens du monde entier sont devenus des spectateurs un peu de la tragédie mondialisée. Et que ça, c'est la série 1, et qu'ensuite, il y a eu les images du Bataclan en France en 2015, que encore les images récentes d'Afghanistan sont encore une énième série, mais l'histoire commence ce jour du 11 septembre 2001. Et puis, c'est devenu l'échelle de la catastrophe. On parle de la Covid-19 aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on dit? On dit tous les 2 jours, il y a un 11 septembre. 11 septembre sanitaire, 3000 morts. Et puis à un moment donné, on ne parle plus du 11 septembre parce que ça devient 400 000 morts. On compare évidemment à la Deuxième Guerre mondiale, puis 600 000 morts, on compare plus à rien. Vous voyez, et pareil pour le Bataclan, on parlait de 11 septembre à la française. Donc c'est devenu presque l'indice des chocs, des tragédies, des émotions de notre époque. On voit ces images en direct, c'est le drapeau américain qui a été donc déployé sur le Pentagone où le 3e avion, le vol 77 d'American Airlines, s'était écrasé. Ulysse Gosset, vous étiez vous à l'époque correspondant de TF1 à Washington. Ulysse, qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous avez appris qu'il y avait eu ces attaques? Est-ce que tout de suite vous avez compris que c'était une attaque terroriste et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? À la vérité, lorsqu'on a été prévenu que un avion s'était crashé contre la première tour nord, on a pensé que c'était un accident. Et d'ailleurs, les médias américains et les officiels de la Maison-Blanche disaient c'est un petit avion de tourisme, c'est un accident. Personne ne pouvait imaginer que l'Amérique ne serait plus un sanctuaire face au terrorisme, comme ça avait été le cas. En oubliant d'ailleurs qu'il y avait déjà eu une tentative d'attentat contre le World Trade Center quelques années plus tôt, mais qui heureusement n'avait pas permis la destruction du bâtiment. Donc quand je reçois cet appel, je doute moi aussi. Mais quand à 9h03, donc à peine quelques minutes plus tard, le 2e avion s'encastre dans la 2e tour, là, il n'y a plus aucun doute. Et on reste en direct avec le téléphone sur l'oreille parce que toute l'Amérique s'arrête. Les avions sont cloués au sol, 4500 avions atterrissent d'urgence. Il n'y a plus qu'un seul appareil dans les airs, c'est celui du président des États-Unis, Air Force One. On voit l'image de Joe Biden, Ulysse, qui est en train donc d'arriver. Absolument. Et Joe Biden, qui à l'époque était sénateur des États-Unis. Suivi de Barack Obama et de Bill Clinton. Voilà, alors Bill Clinton qui avait juste cédé le pouvoir donc à George W. Bush, qui va s'exprimer tout à l'heure d'ailleurs depuis Ground Zero, comme l'on dit, c'est-à-dire depuis le point zéro de la catastrophe. C'est important de voir Joe Biden ici avec ses prédécesseurs parce que c'est un moment difficile pour l'Amérique et surtout pour le président actuel qui a du mal à gérer cette crise de façon, je dirais, normale, entre guillemets, compte tenu du fiasco qui s'est déroulé en Afghanistan. Et c'est sans doute l'une des raisons pour laquelle il a décidé de rester en retrait. Mais en même temps, il va se rendre sur chaque point. Au Pentagone, là où on voit ce drapeau américain qui a été hissé en mémoire des victimes. Le Pentagone, c'est le cœur de la puissance militaire américaine. Et le fait qu'un avion ait pu s'écraser contre ce bâtiment gigantesque, c'était vraiment le symbole de la force de cette attaque qui touchait l'Amérique. Mais Biden va également aller donc en dehors des 2 tours, il va aller en Pennsylvanie et là c'est aussi un souvenir marquant que j'ai eu parce que c'était le 3e avion, ou le 4e avion et à bord de cet avion, les passagers se sont rebellés, se sont révoltés et ils ont décidé avec un chariot destiné en général à passer les plateaux repas, à défoncer la porte du cockpit et à empêcher les terroristes finalement d'aller vers sans doute le Congrès des États-Unis et piquer sur le Capitole, mais ils sont tous morts, l'avion s'est écrasé, finalement les terroristes ont décidé d'écraser l'avion dans un champ de Pennsylvanie où va se rendre le président des États-Unis. Mais toute l'Amérique retiendra ce mot d'ordre qui a été lancé par les passagers, « Let's roll ». On y va. C'est-à-dire, à un moment donné, ils étaient tous à l'arrière de l'appareil et ils ont décidé d'aller dans le cockpit pour empêcher encore un drame qui aurait pu toucher la capitale américaine. Et c'est ce moment de rébellion, de courage qui symbolise finalement l'esprit américain de l'époque. C'est-à-dire, on a été touché, on a été frappé, mais George Bush a dit lui-même, justice sera faite. Et surtout, le courage de ces Américains qui ont décidé d'aller contre les terroristes qui étaient armés de vulgaires cutters, des armes très très faibles, eh bien, c'était le symbole de cette Amérique qui ne voulait pas admettre de se laisser abattre d'un seul coup, comme cela a été le cas. On le disait tout à l'heure, c'était le début de tout ce qui s'est passé ensuite en Afghanistan, avec, on s'en souvient, il y a quelques jours à peine, le 30 août, le retrait des forces américaines, notamment à Kaboul. Clémence Dibou, on vous retrouve pour BFM TV sur place. Est-ce que dans la capitale afghane, il y a également un événement qui est organisé en hommage à ces victimes des attentats américains du 11 septembre ?
Pas d'événement organisé ici à Kaboul ou même en Afghanistan, mais si on pose la question aux habitants, ils ont tous un avis sur ce que ça a pu changer sur leur vie, 20 ans de guerre ou bien 20 ans de liberté. Et c'est selon, en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce 11 septembre qui a ensuite chassé les talibans du pouvoir a eu un impact énorme sur toute la société afghane. D'abord, si on pose la question par exemple aux très jeunes Afghans, ceux de moins de 20 ans qui n'ont pas connu les talibans, eh bien pour eux c'est la possibilité par exemple d'avoir pu aller à l'université pour les filles ou alors pour avoir eu une vie sociale tout simplement. Mais effectivement pour beaucoup d'entre eux, notamment ici à Kaboul, c'est surtout 20 ans de guerre. Ici à Kaboul on trouve beaucoup d'Afghans qui viennent de régions lointaines, qui sont venus se réfugier parce qu'il y a eu la guerre, parce qu'ils ont perdu beaucoup de membres dans leur famille, parce que parfois ils n'ont plus de maison, ils sont venus ici. L'Afghanistan qui a payé un lourd tribut à cette guerre. On peut peut-être rappeler ces chiffres, 40 000 civils morts au cours de ces 20 dernières années dans cette guerre contre les talibans et puis 65 000 personnes, 65 000 soldats dans l'armée régulière. Tout ça, pour que les talibans reviennent aujourd'hui au pouvoir. C'est un peu le message que l'on a entendu ici et là aujourd'hui. Ces talibans, justement, pas question non plus pour eux de fêter cet événement, même si c'est un événement qui avait été orchestré par Al-Qaïda, dont ils sont proches historiquement. Pas question d'envoyer le moindre message positif alors envers cet événement, alors même qu'ils essayent en ce moment d'être reconnus par la communauté internationale et notamment la communauté américaine. Pas de manifestation donc, mais peut-être faut-il lire entre les lignes avec ce message qui a été envoyé aujourd'hui. Ce matin, les Afghans, les talibans ont organisé une manifestation, un rassemblement de femmes pro-talibanes qui en sont venues à la demande des talibans à l'université de Kaboul pour dire tout le bien qu'elles pensaient des règles qui ont été mises en place à l'université, d'une université non mixte, désormais des femmes voilées des pieds à la tête qui venaient dire qu'elles étaient d'accord pour que les cours soient désormais séparés à la faculté. Alors vous le voyez, ce message, si les talibans ne sont les mêmes qu'il y a 20 ans, ils sont aujourd'hui, en tout cas, un peu plus doués en communication avec ce double message aujourd'hui. Merci beaucoup Clémence Dibou. Donc à Kaboul pour BFM TV, on voit toujours cette image, une image extrêmement forte, très symbolique de Joe Biden et de deux de ses prédécesseurs, Barack Obama et Bill Clinton. Ils sont tous les trois donc réunis sur ce site de Ground Zero où il y a 20 ans, les deux tours du World Trade Center s'effondraient après ces attaques terroristes causant la mort de 2977 personnes. Anne-Elisabeth Moutet, Donald Trump n'est pas présent. Est-ce qu'il a donné une raison? Alors, personne ne sait si Donald Trump n'a pas été invité ou s'il a été invité et décidé de ne pas venir. Je ne me hasarderai pas à faire une conjecture sur ça. Apparemment, il assiste à un match de sport en Floride où il habite d'habitude. C'est tout de même le seul natif de New York des anciens président. Probablement sa place aurait été là tout de même, mais on ne sait pas comment a été prise la décision. Il est vrai aussi que Trump a mené pendant sa présidence une politique étrangère qui a oscillé entre une affirmation de la puissance américaine et un refus d'envoyer des troupes à l'étranger. Et en particulier, il a commencé, ce qui a fini par être exécuté un peu dans la panique, beaucoup dans la panique, par le président Biden, il a commencé le retrait des troupes en Afghanistan. Là, on peut aussi dire qu'en Afghanistan, jusqu'à ce que les talibans arrivent et que tout s'effondre comme un château de cartes, il y avait eu des relations de plus en plus compliquées de la puissance du pouvoir avec les troupes largement américaines et quelques étrangers qui étaient encore restés là-bas parce que le pays n'a pas su reconstruire un gouvernement. Il y a eu une énorme corruption. Les citoyens n'avaient plus confiance dans leur politique et les Américains commençaient à se dire si on était allé pour prendre les zones de l'Afghanistan où était né, où avait fleuri Al-Qaïda, à partir de là, on faisait un grand coup et on repartait. On n'était pas obligé de rester 20 ans pour reconstruire le pays. Et la grande illusion, c'est celle qu'on appelle en anglais le nation building, c'est l'idée qu'on va refonder une démocratie dans un pays qui a souffert de l'occupation soviétique, puis d'un régime extrémiste, etc. Ça ne marche pas. Je crois que c'est pour ça que la France, par exemple, alors la France était allée en Afghanistan en 2001, mais elle a refusé d'aller en Irak en 2002. Et surtout, la France est partie en 2014 en disant c'est pas notre boulot de créer une démocratie dans un pays où les conditions n'existent pas. Pardon, puisque là, la cérémonie donc, a démarré. On va écouter ce que ces musiciens qui sont en train de démarrer cette commémoration.
The moment of silence. The moment of silence we just shared marks the very moment 20 years ago that American Airlines Flight 11 flew into the North Tower of the World Trade Center. De l'avion American Airlines qui a frappé le World Trade Center il y a 20 ans. Je m'appelle Mike Lowe et ma fille Sarah Elizabeth Lowe était hôtesse de l'air sur cet avion. Ces 20 ans, je les ai ressentis comme étant très longs, en même temps très courts. Et je me souviens maintenant de ce jour terrible. C'était comme si notre monde était devenu diabolique. Mais en même temps, de nombreux héros se sont dévoués ce jour-là. Je pense à tous les professionnels, tous les volontaires, tous les pompiers, les policiers qui ont travaillé pour retrouver les disparus, les corps de nos proches. Ils nous ont escortés au-delà des jours les plus sombres de notre vie. Nous pensons bien sûr à toutes les vies qui ont été détruites, cette tristesse immense que nous avons ressentie. Pendant des années, j'ai demandé à ce qu'on se souvienne de ma fille et qu'on se souvienne de l'histoire non pas en termes de jours ou de nombres, mais qu'on se souvienne des visages de ces personnes ordinaires qui ressemblaient beaucoup à Sarah. Lors de la première cérémonie, ma femme et moi étions ici avec des milliers de proches au milieu de bâtiments détruits, au milieu du gris, du noir. Aujourd'hui, c'est un lieu apaisé de mémoire, un lieu avec un musée qui tient également une zone spéciale pour nos proches. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, nous continuons à apprécier la vie de tous ceux qui se sont démontrés comme étant des héros ce jour-là. Tant d'actes désintéressés, tant de dévouement ce jour-là pour aider ceux qui étaient dans les avions et sur Terre. Voici le patrimoine de ma fille Sarah qui brûle comme une flamme éternelle. Gordon M. Amos Jr. Edelmiro Abad. Vous venez donc d'entendre à l'instant Mike Lowe, le père d'une des victimes, après ce moment de silence que vous avez pu vivre avec nous en direct sur BFM TV à 14h46, 8h46 heure locale. C'est l'heure à laquelle le premier avion, le vol 11 d'American Airlines, a percuté la tour nord du World Trade Center. Pauline Simonet, vous êtes toujours avec nous depuis New York. Pauline, c'était le premier moment fort de ces cérémonies. Oui, effectivement, c'est le premier moment fort, sans doute le moment le plus fort. C'est comme ça, effectivement, chaque année, 14h46, il était 8h46 précisément à New York. Et évidemment, ça fait rejaillir des souvenirs extrêmement douloureux. Tout d'abord pour les familles de victimes.
évidemment les proches de disparus. Ce sont eux qui sont présents à Ground Zero sur le site en ce moment même. Et on a vu une femme qui a perdu son frère, un homme qui a perdu sa cousine, un autre qui a perdu son fils. Et pour le 11 septembre, au moment où on est en train de scander les noms de tous ces disparus, c'est vraiment un moment extrêmement douloureux, mais également pour les New-Yorkais qui ont été touchés d'un peu plus loin, mais beaucoup se sont rassemblés ici, aux abords de Ground Zero, et c'est vraiment le moment où ils se souviennent de tous ces souvenirs extrêmement douloureux. Quand on demande ici aux Américains comment ils se sentent aujourd'hui, aux New-Yorkais qu'on croise, eh bien, il y a un flot de paroles qui sort, puisqu'ils ont besoin de parler, de raconter ce qu'ils ont vu, l'horreur absolue ce jour-là. Et puis, autre chose extrêmement important à signaler, c'est que pour toutes ces personnes qu'on interroge, il y a vraiment un goût amer qui ressort, vu les circonstances dans lesquelles le retrait d'Afghanistan s'est déroulé. Quand on demande comment vous vous sentez maintenant, 20 ans plus tard, où en est l'Amérique, il y a vraiment cette amertume avec le fait que les talibans aient repris le pouvoir aussi facilement avec cet attentat extrêmement meurtrier. L'impression qu'on les empêche en quelque sorte de tourner la page, même si tous les Américains en grande majorité souhaitaient ce retrait d'Afghanistan, mais l'impression finalement d'un retour en arrière, d'un retour 20 ans plus tard. Donc effectivement, une journée de cérémonie particulièrement douloureuse et avec pas mal d'amertume chez beaucoup d'Américains. Merci Pauline Simonet en direct de New York City, où évidemment on a entendu ce premier moment fort de cet après-midi de commémoration avec cette prise de parole d'un père de victime, ces noms également qui étaient en train d'être évoqués par ces femmes présentes sur le podium. Et puis avant ça, on a entendu cet hymne américain entonné par une chorale de jeunes enfants qui probablement n'ont pas connu, vu leur âge, ce qui s'est passé en 2001, une fanfare également de la police new-yorkaise, Ulysse Gosset. Oui, je voulais rappeler que ce jour-là, à 8h46, il y avait à peu près 8900 personnes dans les deux tours. 8900 personnes. Donc, il y en a près de 2753 qui sont décédés ce jour-là. Mais aujourd'hui encore, on n'a pas pu identifier toutes les victimes. 2 jours avant l'anniversaire, 1100 victimes. Voilà, 1100 victimes n'ont pas encore été identifiées. Juste avant l'anniversaire, il y a 2 personnes, dont une dame de 47 ans à l'époque, Dorothy Warner, qui travaillait dans une compagnie d'assurance, dont l'ADN a été identifié avec une autre. Mais effectivement, c'est un travail de très longue haleine du bureau médico-légal. Mais je voudrais également rappeler qu'en dehors des victimes qui se trouvaient dans la tour, il y a eu 343 pompiers qui sont morts. Et on se souviendra toujours de ces images des personnels de la tour qui descendent et des pompiers qui montent dans les étages qui savent qu'ils se sacrifient, qui ne reviendront probablement pas. Donc 343 pompiers de 200 unités qui affluent vers le World Trade Center, et puis également une soixantaine de policiers, dont 23 officiers supérieurs, et des personnels également de la Port Authority de New York, c'est-à-dire les autorités du port de New York. Donc ça a complètement fracassé toute la ville, qui s'est arrêtée d'un seul coup. La poussière, la fumée s'est répandue et l'odeur s'est répandue dans tout Manhattan, et ça a duré pendant des semaines. Je suis allé au Ground Zero quelques temps après et ça sentait encore extrêmement mauvais, et surtout la fumée continuait à s'échapper du Ground Zero. Ça a été vraiment un moment terrible pour l'Amérique, qui a commencé à 8h46 avec ce premier vol qui a été détourné et qui s'est enfoncé dans cette tour nord de Manhattan. Anne-Elisabeth Moutet, alors qu'on voit toujours donc ces 2 jeunes filles en train de lire les noms des près de 3000 victimes. Alors, il faut voir qu'à partir du moment où les gens se rendent compte que c'est une attaque terroriste et que la fumée commence à monter, tout le sud de Manhattan, qui est tout de même une longue île qui est plus grande et plus peuplée que Paris, remonte vers le nord à pied. C'est-à-dire que tous les gens des immeubles alentours, tous les gens qui ne savent pas si ça va pas continuer, vont, parfois les femmes ont des chaussures à talons, elles les perdent, elles vont à pied. J'ai des amis qui ont fait 40 blocs, c'est 40 pâtés de maison, longs pâtés de maison à New York à pied, et que à ce moment-là, il y a une espèce d'atmosphère de terreur indescriptible. Toutes sortes le sud de la ville, c'est Wall Street, c'est un certain nombre d'immeubles comme le World Trade Center, c'est le cœur des affaires de la ville qui va ensuite se rapatrier dans toutes sortes d'endroits, y compris dans le New Jersey de l'autre côté du Hudson. Mais pendant tout ce temps-là, il faut vraiment arriver vers le milieu de cette espèce de longue figure pour que les gens, s'ils n'ont pas regardé la télévision, ne soient pas au courant. Et
c'est quand le président Bush va sur les décombres et qu'il dit qu'il va réagir et que l'Amérique va répondre et se venger, c'est aussi quelque chose qui doit maintenir une nation dans un état à la fois de stupéfaction et de difficulté. La ville même de New York n'a jamais vécu ça, et la ville même de New York est en train, dans les hôpitaux, d'attendre des gens qui ne viennent pas, dans les bureaux, de voir ce qu'on fait, de récupérer les gens. Tout le monde s'agite, il y a des volontaires absolument partout. C'est difficile d'imaginer dans quel état ça a mis la ville. Le Bataclan en France a terrorisé tout le monde, mais le reste de la ville de Paris, à part la nuit offrir abri aux gens qui avaient réussi à s'échapper de la salle, c'était pas du tout la même chose que ce moment de fin du monde, littéralement, qui est vécu à ce moment-là. Dans 7 minutes, il y aura un nouveau moment de commémoration pour se souvenir de cette deuxième tour, la tour sud, cette fois-ci, qui avait été touchée à 9h03, précisément, heure new-yorkaise, 15h03 ici en France. François Durper, on parlait de la difficile identification des victimes qui ne donc pas terminées. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile, 20 ans encore après, d'identifier toutes ces victimes des attentats new-yorkais à New York? Évidemment, c'est la violence, l'effondrement de ces tours. Il faudrait un spécialiste de sciences médico-légales pour expliquer à quel point c'est dur. Et c'est dur, évidemment, de faire son deuil sans avoir l'assurance. Et c'est pour ça que vous avez un mausolée. Il y a le mémorial, mais il y a aussi un mausolée avec les restes de personnes dont on ne connaît pas l'identité, ce qui permet aux familles de se recueillir. Ça, c'est important. On parle beaucoup du mémorial, mais pas tellement du mausolée où se trouvent des restes de personnes dont on ne connaît pas l'identité. Alors, effectivement, ce moment de 8h46 est très important avec cet avion qui arrive entre le 93e et le 95e étage. Et à ce moment-là, à l'intérieur de la tour, eh bien, beaucoup se disent on ne veut pas croire que cette tour puisse s'effondrer. On n'imagine pas à quel point les gens qui sont à l'intérieur de la tour s'imaginent qu'ils sont dans une tour invulnérable. D'abord parce que l'architecte lui-même qui a conçu le World Trade Center l'a dit, ces deux tours vont résister à l'éventualité qu'un Boeing puisse être projeté sur la tour. Certains d'ailleurs rescapés disent mais nous on a évacué dans un calme très important parce que évidemment on voit ces gens descendre très lentement, se rendre à l'extérieur de la tour. On a l'impression qu'ils n'imaginent pas que cette tour puisse s'effondrer. Et d'ailleurs j'ai échangé avec un de ces rescapés et j'ai vraiment on a échangé sur le fait que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé pour le Titanic, vous avez à 83 ans. C'est-à-dire on sait très bien que le Titanic, il y a les premiers canaux à descendre dans la mer, ce sont des canaux vides où les gens n'imaginaient pas que le Titanic puisse être submersible. Et là on a des gens qui se disent non, voilà, c'est peut-être un petit avion, c'est peut-être un accident, mais de toute façon les gens ne ferment pas forcément leur bureau, disent on va revenir chercher nos affaires. Puis certains sont très ennuyés, se dire mais là il est que le début de la journée, on n'a pas fait notre journée de travail, il faut qu'on reprenne des activités très vite. On ne prend pas la mesure de ce qui se passe. On ne prend pas la mesure, ni d'ailleurs le président, on l'a dit tout à l'heure, qui ne prend pas encore la mesure de ce qui se passe. C'est l'événement qui va se produire dans quelques minutes, c'est-à-dire le choc avec la deuxième tour, qui va précipiter l'Amérique dans la conscience que le pays est attaqué. Et on a eu une conversation de Ben Laden, qui a été une cassette qui a été transmise, où il était en train de se féliciter de ce succès et en disant « je n'imaginais pas que ça allait marcher, je pensais pas que ça pouvait arriver ». Et par ailleurs, il faut aussi complimenter l'architecte de ces deux tours, parce que la chose qui a limité le nombre des victimes, c'est le fait qu'elles se sont effondrées droit. Imaginez qu'elles soient tombées de côté sur les immeubles voisins, ce que ça aurait pu faire. Et là, évidemment, tout était terminé et le nombre des morts était multiplié par plusieurs. Ben Laden lui-même était un ingénieur qui avait travaillé dans l'architecture. Sa famille est une famille qui a beaucoup d'affaires en Arabie Saoudite, mais qui s'est occupée de construction. Et il lui-même a fait des réflexions sur la qualité de l'architecture, ce qui est assez ironique. Lui-même, Ben Laden, un tout petit mot. Imaginez que le haut des tours allait s'effondrer. N'imaginez jamais que les tours allaient s'effondrer. On le voit d'ailleurs dans une des vidéos, Ben Laden qui dit voilà,
Vous restez avec nous, il est 15h. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, vous suivez avec nous ces commémorations. Il y a 20 ans, jour pour jour, le 11 septembre 2001, l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire faisait près de 3000 morts après 4 attentats revendiqués par Al-Qaïda. Personne, bien sûr, n'a oublié ce jour qui a changé la face du monde. Ce jour-là, l'Amérique, le monde bascule dans une nouvelle guerre et donc les États-Unis qui commémorent ce samedi les 20 ans du 11 septembre en présence de Joe Biden, le président américain, mais également de 2 de ses prédécesseurs, Barack Obama et Bill Clinton. On a vécu il y a quelques minutes un moment très fort. C'était le moment de silence qui marquait l'heure où le vol 11 d'American Airlines, le premier avion, avait percuté la tour nord du World Trade Center. C'était à 14h46 heure de Paris, 8h46 heure de New York. New York, on va rejoindre tout de suite notre envoyé spécial. Oui, Pauline Simonet, puisque dans quelques minutes, maintenant 2 minutes précisément, à 9h03 à New York, 15h03 ici en France, il va y avoir un second moment de silence, cette fois-ci pour marquer donc l'atteinte de la tour sud par ce vol 175 du United Airlines. Et une nouvelle minute de silence va être observée. Oui, effectivement, cette cérémonie qui est marquée à la fois par ces noms des quelques 3000 victimes qui sont en train d'être scandées, d'être récitées par des proches des disparus. Et puis, effectivement, ces temps forts, ce sont justement ces moments de silence qui sont en fait des moments de recueillement pour tous les New-Yorkais et pour les proches des disparus qui sont là, juste à côté de ces grands bassins qui marquent désormais la disparition, en quelque sorte. Ce sont les fantômes de ces tours jumelles qui se sont effondrés le 11 septembre 2001. Donc, moment de silence, moment de recueillement et où ce sont tous les souvenirs douloureux qui ressurgissent. On parlait tout à l'heure à un proche de disparu et qui expliquait effectivement que tous les 11 septembre, il se rendait ici sur le site de Ground Zero et qu'effectivement, ça peut paraître long, 20 ans, mais que quand on a perdu un être cher, évidemment, c'est rien du tout. Et puis, il y a aussi beaucoup de New-Yorkais qui sont venus, qui ne pensent pas forcément très souvent au 11 septembre. C'est un quartier très jeune. On est dans le quartier financier de New York, à 2 pas de Wall Street. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, qui étaient à peine nés au moment du 11 septembre, qui viennent d'un autre pays, d'une autre région des États-Unis, qui n'ont pas été touchés de près. Mais cette date, elle est quand même extrêmement particulière et c'est vraiment une espèce de journée de deuil national. Et donc, ils sont venus ici se rapprocher au maximum de ce site pour effectivement se recueillir en pensant à cette journée qui a transformé, bouleversé l'Amérique et bien sûr à ces quelques 3000 victimes qu'on est en train de commémorer en ce moment même. Merci beaucoup Pauline Simonet. On suit tout de suite ce moment de silence qui marque donc l'heure où le deuxième avion a percuté la tour sud du World Trade Center. May God bless our fallen brothers and sisters, their families, their friends, and their loved ones. He says, I'll see you in my dreams. The road is long and seeming without end. Days go on, but I'll remember you, my friend. And though you're gone, and my heart's been emptied, it seems, I'll see you in my dreams. I got your guitar by my bed, all your favorite records and all the books that
what you read. And though my soul feels like it's been split at the seams, I'll see you in my dreams. I'll see you in my dreams. When all our summers have come to an end, I'll see you in my dreams. We'll meet and live and laugh again. I'll see you in my dreams. Yeah, up around the river bend, for death is not the end. 'Cause I'll see you in my dreams. I'll see you in my dreams. When all our summers have come to an end, I'll see you in my dreams. We'll meet and live and love again. I'll see you in my dreams. Yeah, up around the river bend, for death is not the end. And I'll see you in my dreams. You in my, I'll see you in my dreams. William H. Bernstein. David M. Beret. David Shelby. Donc, vous venez d'entendre Bruce Springsteen qui vient de chanter I'll See You in My Dreams. Je te retrouverai dans mes rêves, cette chanson de Django Reinhardt qui rend hommage donc à ses victimes après ce moment, donc ce deuxième instant crucial à New York il y a 20 ans où la tour sud a été touchée par le vol 175 d'United Airlines. François Durper, qu'est-ce que ça représente aussi d'avoir Bruce Springsteen lui-même comme chanteur venu ici sur ce podium pour rendre hommage à ses victimes? On sait qu'il est originaire du New Jersey, pas loin. Oui, et Bruce Springsteen, il a joué un rôle important dans la mémoire de l'événement avec son album de 2002, The Rising, qui rend hommage précisément aux héros du 11 septembre, à ces policiers, à ces pompiers, ceux qui sont montés dans les escaliers, dans le feu. Il y a une de ces chansons où il dit que leur amour nous donne de l'amour. Et c'est important parce qu'on parle souvent aux États-Unis vous savez, de ces fameux vétérans. Mais il y a aussi un groupe social important depuis 20 ans aux États-Unis. Ce sont les héros du 11 septembre. Ces pompiers, ces policiers, ces gens dont parle Bruce Springsteen. Et puis tous ceux qui, rescapés, ont aidé les autres et qui ont un discours dans la presse, qui passe dans les médias et qui explique finalement que la société américaine, ce n'est pas que de la consommation, ce n'est pas que de l'individualisme, c'est aussi le sens du sacrifice et qui rappelle cette journée et qui disent à peu près tous, on a répété chaque année un petit peu notre récit et le sens qu'on veut donner à notre témoignage, c'est de dire que dans ce genre de situation, eh bien, il n'y a pas que l'individualisme, il y a l'idée de sauver les autres, d'aider les autres, y compris au sacrifice de sa vie. Oui, toujours ces images en direct avec les noms des près de 3000 victimes qui sont toujours lues en ce moment. Alors évidemment, ce 11 septembre, 20 ans après, il intervient dans un contexte particulier, quelques jours après le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Et on va aller voir justement en Afghanistan, du côté de Kaboul, avec notre reporter Clémence Dibou, comment est perçu ce 11 septembre. Et notamment, est-ce qu'il y a eu des manifestations spéciales en ce jour ?
pas de manifestation, pas de célébration spéciale. Et pourtant, ce 11 septembre 2001, il a changé profondément toute la vie des Afghans. 20 ans de guerre, 20 ans de liberté. C'est selon à qui on parle. Si on s'adresse aux jeunes, notamment aux jeunes de moins de 20 ans qui n'ont jamais connu les talibans, et bien pour eux, ce 11 septembre 2001, ça a permis plus de liberté, comme par exemple pour les jeunes filles de pouvoir aller à l'université. Mais c'est aussi 20 ans de guerre qui ont suivi ce 11 septembre 2001. Et ça, beaucoup de Kaboulis nous en parlent. Il y a beaucoup de gens qui viennent des provinces ici lointaines et qui ont dû, parce qu'ils ont perdu leur maison, parce qu'ils ont perdu beaucoup de membres de leur famille, venir et se réfugier ici dans la capitale. 20 ans de guerre. Donc on peut rappeler ces chiffres, par exemple 40 000 civils tués, 65 000 soldats de l'armée régulière tués. Et aujourd'hui, avec les personnes avec qui on a pu parler, avec Juan Palencia, et beaucoup nous ont expliqué tout ça, pour en arriver 20 ans plus tard, presque jour pour jour, au retour du pouvoir de ces talibans. Alors pour ces talibans, pour ce gouvernement taliban, pas question de célébrer aujourd'hui ce 11 septembre, ni en bien ni en mal, parce qu'ils sont en train d'essayer d'obtenir la reconnaissance de la communauté internationale, et notamment la reconnaissance de la communauté de pays comme les États-Unis, par exemple. Sauf que il y a peut-être un message subliminal qu'il faut retenir aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que le gouvernement taliban a décidé de convier la presse à une manifestation pro-taliban de femmes voilées des pieds à la tête qui se sont rendues dans l'université de Kaboul pour expliquer, selon le gouvernement taliban, parce que nous ne pouvions pas leur parler, le gouvernement taliban qui explique que ces femmes, elles sont venues en soutien aux nouvelles lois concernant la non-mixité à l'université, par exemple les filles d'un côté, les garçons de l'autre, pour montrer qu'ils étaient soutenus par le peuple. Voilà le message aujourd'hui du gouvernement taliban. Et si les talibans sont les mêmes qu'il y a 20 ans, ils sont très certainement aujourd'hui plus à même de communiquer avec le monde extérieur. Merci beaucoup Clémence Dibou avec Juan Palencia en direct de Kaboul pour BFM TV. Dans un instant, on va revenir sur le sol américain, notamment en allant à Washington. Mais avant cela, Ulysse Gosset, on va revenir sur ce deuxième moment qui a été rendu il y a quelques instants en hommage à ces victimes de la deuxième tour, la tour sud. Oui, il faut rappeler quand même l'effroi que cela provoque, car cet avion, qui est de la compagnie United Airlines, le vol 175, pénètre à une vitesse de 872 km/h dans la tour, entre les étages 78 et 83. Et à l'intérieur de la tour, il y a toujours 8 900 personnes. Je vous ai dit tout à l'heure, au total, 17 400 personnes dans les deux tours, 8 600 dans cette tour-là. Et il y en a 3 440 qui sont évacués, qui réussissent à descendre. L'avion, évidemment, à l'intérieur, il y a 60 passagers et personnel de bord et 5 terroristes. Et là, c'est là le moment où l'Amérique réalise que c'est vraiment un attentat et que l'Amérique est attaquée. Là, il n'y a plus aucun doute, c'est-à-dire qu'il y a l'effroi, l'incompréhension, mais là, tout le monde réalise qu'effectivement, des terroristes se sont attaqués au World Trade Center. Et c'est ce moment où tout bascule, parce que pour George Bush, il n'y a pas d'hésitation. On est dans un attentat terroriste et il va falloir s'adresser aux Américains. Il le fera le soir même, à 20h30, heure locale, pour dire nous vivons une tragédie terrible, mais justice sera faite. Et c'est ce jour-là où il devient chef de guerre et où il va lancer la première opération contre l'Afghanistan pour déloger les talibans qui abritaient Ben Laden, et ensuite la deuxième guerre contre l'Irak. Si vous étiez né, si vous étiez en âge de comprendre, vous vous souvenez forcément de l'endroit où vous étiez, de ce que vous faisiez en ce 11 septembre 2001, ce sentiment d'incrédulité, ce traumatisme effectivement dans le monde entier. François Durper, un mot, parce qu'on n'en a pas encore parlé, alors que s'est ouvert cette semaine le procès des attentats du 13 novembre en France. Qu'en est-il du procès pour ces attentats du 11 septembre? Il a commencé, mais il ne s'est pas achevé encore. Oui, il a commencé effectivement, et vous savez que le cas un peu particulier de Guantanamo, c'est une cour de Guantanamo qui juge, donc là on est vraiment un peu aux antipodes de ce que l'on fait en France avec l'état de droit, une justice qui est la justice de tous, qui va juger les terroristes. Là c'est un cas effectivement un peu particulier avec ce questionnement. Alors les faits ont, semble-t-il, été reconnus par l'organisateur des attentats, mais il y a une polémique aux États-Unis sur la manière dont cette reconnaissance des faits a été établie, notamment avec l'usage de la torture. À l'instant, Ulysse disait à raison que George W. Bush, à ce moment-là,
eh bien c'est ce qui s'est passé. Et la première chose, parce que c'est Andrew Card, hein, le chef de cabinet, qui lui dit l'Amérique est attaquée. Mais dans la première adresse aux Américains, hein, quelques minutes après, enfin il reste avec les enfants, vous savez, il est dans une école en train de faire une séance de lecture. Il y a ce regard qui est assez incroyable, parce qu'il comprend ce qui se passe, mais il ne veut pas non plus le montrer. Quelques années après, il va dire, moi j'ai voulu rester calme, pour pas inquiéter les enfants, pour montrer une image de calme. Alors, les enfants, on les a interrogés les années d'après, et eux ont dit, mais non, le président, il avait l'air terrorisé, et on se disait, mais est-ce qu'on est en train de mal faire la lecture? On avait l'impression qu'il était fâché contre nous parce qu'on lisait mal. Voilà, dans l'esprit d'un enfant, ce que ça peut donner. Et lui, immédiatement, donc, il va s'adresser aux Américains, et c'est les mots un peu de Dick Cheney, hein, le vice-président, qui sont dans sa bouche, mais il est très prudent. Même après la deuxième tour, il dit un attentat apparent. Hein, il dit un acte apparent terrorist attack. C'est le premier mot qu'il va utiliser pour les Américains. Puis ensuite, il dit il faut absolument que je revienne à la Maison Blanche, que je monte la présence du président. Et là, Condoleezza Rice, qui se fâche contre le président et qui lui dit on est attaqué, le président doit être mise en sécurité. Et dira plus tard, je me suis entendu me fâcher contre le président George W. Bush. Je n'y croyais pas moi-même, c'était vraiment, l'événement était terrible. Et donc là, effectivement, il est évacué, non pas vers la Maison-Blanche, mais par Air Force One sur une base militaire, un Barksdale. D'ailleurs, il va faire un périple de 4000 km tout au long de la journée, et il va revenir à la Maison-Blanche que le soir, comme le dit Ulysse, pour faire ce grand discours à la nation, où il va parler énormément de l'axe, le mal, le bien, evil, le mot qu'on retrouve le plus, le diable, le mal, enfin tout ce discours fondateur du président Bush à la fin de la journée à 20h30. Et on peut ajouter que c'est le seul avion à ce moment-là, qui est dans les airs, puisque tous les autres ont eu l'obligation d'atterrir. Et Air Force One, qui est pourtant un avion très surveillé avec des leurres antimissiles, est obligé de monter à 14 km d'altitude pour ne pas faire l'objet d'un acte de piraterie aérienne. Et les passagers de l'avion racontent plus tard qu'ils voyaient les chasseurs, les F-16 qui escortaient l'appareil, tellement près de Air Force One qu'ils pouvaient voir les visages des pilotes. Et effectivement, c'est très tard le soir, enfin vers 19h, qu'il se pose à la Maison-Blanche, enfin qu'il se pose sur la base Andrews, près de Washington. Alors on a vécu déjà 2 moments forts à New York. On prend la direction maintenant de Washington et du Pentagone pour rejoindre Sonia Dridi en direct pour BFM TV. Sonia, sur place aussi, une commémoration a commencé depuis ce début d'après-midi. Et il y aura aussi des moments forts à vivre d'ici un quart d'heure à peu près. Oui, tout à fait. Le Pentagone se trouve juste derrière moi. Vous pouvez l'apercevoir derrière ces arbres. Et une cérémonie très solennelle a débuté en présence du secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, des proches des victimes. Il y a 20 ans, à 9h37 heure locale, 15h37 heure de Paris, l'avion, le vol 77 d'American Airlines s'est écrasé sur le Pentagone. Les 59 passagers et les 5 terroristes ont été tués sur le coup. 125 personnes ont été tuées au sol, des militaires et des civils. Alors ce vol avait été détourné de l'aéroport de Washington-Dallas, qui se trouve non loin d'ici. Donc à 9h37 aujourd'hui, 15h37 heure de Paris, il va y avoir une minute de silence qui sera observée. On sent une atmosphère très lourde. Hein. Beaucoup d'Américains ici dans la capitale qui sont toujours traumatisés par ce moment. J'ai parlé ce matin à une employée du Pentagone qui me disait qu'elle avait toujours le cœur cuit batté, qu'elle regardait par la fenêtre lorsqu'il y avait un avion qui volait trop bas près du bâtiment. On sent aussi aujourd'hui que c'est toute la ville qui rend hommage à ces victimes des attentats du 11 septembre. J'ai aperçu tout à l'heure un jeune homme qui courait avec un immense drapeau américain à la main et sur son t-shirt était écrit le mot patriote. Près de moi, il y a aussi une jeune femme qui est venue aujourd'hui près du Pentagone pour rendre hommage aux victimes et qui porte un drapeau aux couleurs un pull aux couleurs du drapeau américain. Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden, qui se trouve actuellement à New York, vont se rendre sur le site du Pentagone en fin d'après-midi pour rendre hommage aux victimes. Le président Biden ne devrait pas faire de discours, aucun discours n'est prévu. Il s'est exprimé hier dans un message enregistré qui a été diffusé, dans lequel il a appelé les Américains, et surtout dans ces temps où l'Amérique est très divisée, à s'unir. Il a déclaré « l'unité est notre plus grande force ».
Merci beaucoup Sonia Dridi, donc devant le Pentagone à Arlington en Virginie pour BFM TV. On rappelle quand même que le Pentagone, c'est le 3e avion qui s'est écrasé sur le Pentagone. Il y avait dans cet avion 58 passagers et 6 membres d'équipage. Tous sont morts ainsi que 125 personnes dans le Pentagone. Je voudrais aussi juste évoquer avec vous, Anne-Elisabeth Moutet, l'image, parce que Al-Qaïda finalement a, entre guillemets, gagner la guerre de l'image à ce moment-là, puisqu'on a commenté en direct ce qu'il était en train de se passer. Non mais ils étaient parfaitement conscients de ce qu'ils étaient en train de faire. C'est la théorie de la guerre asymétrique. Quand on n'a évidemment pas des tanks, une armée, une marine et une armée de l'air, on fait les choses différemment. Bien sûr, il faut aussi voir pour qui ce genre d'action attire. On se rappelle, et ça a beaucoup déplu que ce soit rappelé, donc je vais le faire, que dans les territoires palestiniens, ils se sont mis à distribuer des bonbons en signe de joie et de fête. Il y a eu d'autres endroits dans certains pays arabes où ça s'est passé comme ça et d'autres au contraire on se sont rendus compte que si ça commençait là, ça allait se trouver chez eux aussi. Là, il y a eu à la fois une espèce... Cette utilisation de l'image était quelque chose qui a au moins autant recomposé le monde tel que nous le voyons aujourd'hui que l'action militaire de la guerre contre la terreur. Et dans la guerre contre la terreur, il ne faut pas oublier une chose où la France a été extrêmement efficace, c'est la remontée des réseaux terroristes. Parce que, alors qu'on peut vraiment douter de la façon dont s'est poursuivie, je dirais, la guerre en Afghanistan et en Irak, ce qui est certain, c'est que nous avions, nous, une expertise qui est due à des décennies de lutte contre le terrorisme. On a eu du terrorisme en France à la période de la guerre d'Algérie, on a eu du terrorisme palestinien dans les années 70. On a eu le terrorisme iranien, en particulier à cause du contrat Irodif dans les années 80. On a eu le terrorisme algérien au moment de la guerre civile en Algérie entre 92 et 2000. Et donc, il y avait en France des juges, le juge Bruguière et beaucoup d'autres qui étaient absolument des experts et avec qui les Américains ont immédiatement commencé à travailler pour remonter des réseaux, pour voir qui faisait quoi. Et toutes ces preuves ont fait qu'il y a eu une espèce de mouvement de plaque tectonique dans le monde entier, y compris dans le monde arabe. On voit bien le résultat maintenant, des pays comme le Maroc, l'Arabie Saoudite, etc. L'Arabie Saoudite a été choquée d'avoir été montrée comme le pays qui avait incubé ces terroristes. Et 20 ans plus tard, vous la voyez qui fait les accords Abraham, justement parce qu'il y a eu une réalisation dans certains de ces pays qui ne voulaient pas avoir l'image de pays qui créent du terrorisme. Comme les États du Golfe, ils ont décidé qu'ils veulent devenir Singapour. C'est une aspiration pacifique, c'est une meilleure aspiration que de faire du terrorisme. Il y a eu aussi les horreurs successives de la guerre en Syrie, toujours à cause de cette déstabilisation de la région, à cause de la guerre en Irak. Donc c'est vraiment un ensemble de choses où l'image, à chaque moment, joue un rôle. Élise Gosset. Oui, je crois que c'est intéressant de rappeler que Ben Laden, à ce moment-là, se trouve effectivement caché dans les montagnes d'Afghanistan. C'est lui qui donne le feu vert, c'est lui qui donne l'ordre, mais ce n'est pas le cerveau. Le cerveau, c'est un Pakistanais, un ingénieur pakistanais, Khaled Sheikh Mohammed, qui est d'ailleurs actuellement dans l'attente de son jugement sur la base américaine de Guantanamo à Cuba. Et il faut rappeler que lorsque cet ingénieur pakistanais va voir Ben Laden pour lui dire, Ben Laden qui cherche à commettre un attentat qui va vraiment frapper l'Amérique et qui va saisir le monde pour bien montrer quelle est sa capacité de nuisance. Mais quand il voit cet ingénieur pakistanais qui lui propose de frapper non simplement les tours du World Trade Center, mais aussi la CIA, la Maison Blanche, le Congrès, une dizaine d'objectifs, on le prend pour un cinglé. On lui dit mais c'est pas possible, etc. Et c'est Ben Laden qui à ce moment-là renverse la situation et dit oui, effectivement, on va le faire. Et c'est lui qui dit on va choisir des terroristes, enfin des militants qui sont intelligents, qui parlent anglais, qui peuvent s'intégrer et qu'il décide d'envoyer apprendre à piloter des avions aux États-Unis. Ça va coûter finalement une somme à la fois importante et dérisoire par rapport à ce qui s'est passé, $500 000. Et donc il recueille cet argent avec des fonds qui proviennent de riches familles d'Arabie Saoudite. Et c'est là où le complot entre guillemets du 11 septembre l'attentat du 11 septembre devient extrêmement intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que sur les 19 terroristes, il y en a 15 qui viennent d'Arabie Saoudite, que Ben Laden lui-même est saoudien et qu'il a eu des soutiens de la part de riches familles saoudiennes.
Et aujourd'hui même, on sait que Joe Biden, le président des États-Unis, a donné l'ordre de déclassifier des documents qui sont restés secrets pendant 20 ans, dans lesquels on pourrait retracer l'origine de cet argent qui a servi finalement à réaliser les attentats du 11 septembre. C'est dire si les personnalités de tous ces terroristes sont extrêmement intéressantes. On ne sait pas encore toute la vérité sur ce qui s'est passé, mais on aimerait bien connaître effectivement comment Ben Laden a reçu des soutiens, de quel pays, de quelle famille, et comment il a pu financer ces attentats qui étaient à l'époque absolument inconcevables. Merci beaucoup, Ulysse. Vous restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Nous allons bien sûr continuer de vivre ces cérémonies d'hommage, ces commémorations 20 ans après les attentats du 11 septembre qui ont fait, on le rappelle, 2977 morts aux États-Unis. Le nom de ces victimes est toujours en train d'être lu. Plusieurs moments de silence se déroulent également à l'heure, aux heures à laquelle les avions ont touché leur cible. Vous vivez tout cela avec nous dans un instant. Et il y aura également le discours de George W. Bush, qui était président à cette époque. Il assistera à la cérémonie en Pennsylvanie. Ce sera à 15h45 heure française. À tout de suite.